Vienne, 1910. Adolf Hitler est sans domicile fixe. Il a 21 ans et s'installe dans ce foyer pour hommes. Pour gagner sa vie, il peint des cartes postales qu'il vend aux touristes. Adolf Hitler n'est rien, ni personne. Pourtant, 30 ans plus tard, il sera l'homme le plus fort de l'Allemagne. Un homme prêt à tout pour appliquer son modèle qui plongera le peuple allemand et le monde dans le conflit le plus meurtrier du XXe siècle, la Seconde Guerre mondiale. 6 années de guerre, 65 millions de morts, 6 millions de juifs exterminés dans les camps, un traumatisme à jamais gravé dans la mémoire collective. Adolf Hitler, c'est la personnalité la plus sanguinaire de toute l'histoire humaine. L'extermination des Juifs se faisait d'heure en heure. Il n'y avait pas de pause, jour et nuit, et parfois jusqu'à 10 000 personnes par jour. Hitler est conscient de ce qu'il fait, et il est conscient des conséquences possibles de ses actions. Comment, après une vie de bohème, Adolf Hitler deviendra-t-il l'architecte de la solution finale ? Quel chemin ce fils d'un agent des douanes a-t-il parcouru pour parvenir aux plus hautes fonctions de l'État ? Un homme, passionné d'histoire, a traversé le monde pour établir la chronologie la plus exhaustive à ce jour. Harald Sandner a passé plus de 20 ans à décortiquer, heure par heure, la vie d'Adolf Hitler. Où était-il ? D'où menait-il la guerre ? Quels sont les lieux témoins de ses plus grandes décisions ? Là où se trouvait Hitler, se trouvait le pouvoir. Peu importe le lieu, c'est le symbole d'une dictature absolue. Plus de 70 ans après la mort d'Adolf Hitler, Harald Sandner a même découvert de nombreuses inexactitudes, y compris dans les biographies les plus sérieuses. Il existe environ 80 biographies sur Hitler, mais malgré tout, il y a toujours des erreurs dans les informations données. Nous sommes retournés sur ces lieux inédits qui ont hébergé Adolf Hitler. Leurs propriétaires nous ont ouvert leurs portes à titre exceptionnel. Certains ont même accepté de témoigner pour la première fois. De la France à l'Autriche, en passant par l'Allemagne et la Belgique, nous sommes partis sur les dernières traces laissées par le dictateur pour comprendre l'ascension d'un monstre, l'itinéraire d'Adolf Hitler. Octobre 1918. La Première Guerre mondiale touche à sa fin. Adolf Hitler est engagé depuis 4 ans dans l'armée allemande, mais le jeune soldat doit quitter le front. Il souffre d'une attaque au gaz qui le rend en partie aveugle. Sur son lit d'hôpital, il apprend la défaite de l'Allemagne. Adolf Hitler est dévasté. La défaite de 1918 est une tragédie qui lui tombe dessus. C'est extrêmement traumatisant puisque c'est inattendu. Personne au sein du gouvernement ou de l'armée pensait à la défaite. Tout le monde pensait qu'il gagnerait. Pour lui, comme pour de nombreux Allemands, la défaite a été causée par des ennemis de l'intérieur. Le pouvoir politique, mais pas seulement. Les Juifs étaient les boucs émissaires parfaits pour expliquer la défaite de la Première Guerre mondiale. Pour lui, les Juifs sont secrètement derrière tous les mouvements politiques qui ont œuvré pour la signature de l'accord de paix punitif à Versailles. L'année 1919 marque le début de sa pensée antisémite. Mais pourquoi Adolf Hitler s'est-il mis à détester les Juifs ? Comment est-il passé de la haine au meurtre de masse ? Retour sur la vie de l'homme à l'origine du plus grand crime contre l'humanité. Adolf Hitler est né à Braunau am Inn, un petit village de Haute-Autriche, proche de la frontière bavaroise. C'est ici
au 2e étage de cette ancienne auberge, que sa mère Clara Hitler le met au monde le 20 avril 1889. Il est 18h30. Son père se prénomme Alois Hitler. Il est fonctionnaire des douanes. Nous avons accompagné Harald Sandner devant sa maison de naissance, là où tout a commencé, là où le monstre est né. On ne peut pas s'imaginer qu'un si petit bébé devienne un tel meurtrier de masse. Un bébé, c'est de nature innocent. Personne ne peut imaginer ce que deviendra plus tard Adolf Hitler. Ces images seront certainement les dernières que nous aurons de son lieu de naissance. Le gouvernement autrichien envisage de le raser pour effacer toutes les traces du dictateur. Par la suite, la famille Hitler déménagera dans cette bâtisse située à quelques mètres de là. Hitler a tout juste quelques semaines de vie. Le 2 mai 1895, son père est nommé douanier principal à Linz. C'est donc dans une petite école autrichienne de Fischelham, au sud-ouest de Linz, qu'Adolf Hitler est scolarisé à l'âge de 6 ans. C'est également ici que le dictateur reviendra en vainqueur, le 12 juin 1939. Ces images en couleur ont été tournées à l'époque par Eva Braun, qui deviendra sa femme. Dans son école, il est à la fois ému, il laisse remonter l'émotion de son enfance, puisque sa scolarité primaire avait été brillante, avant que, au collège, sa scolarité devienne beaucoup plus problématique. Avec ces images, Adolf Hitler se présente aux Allemands comme un élève modèle qui était destiné à faire une brillante carrière politique. Une pure opération de propagande, car à l'époque, la réalité est tout autre. De manière générale, Hitler est un mauvais élève. Il est doué uniquement dans les matières qu'il aime. Finalement, il quittera l'école sans obtenir de diplôme. Il détestait l'école, il détestait ses professeurs, et ses professeurs le décrivaient comme fainéant. Si Adolf Hitler montre peu d'intérêt pour l'école, il préfère passer son temps à jouer dans les champs et à des jeux guerriers où il a le premier rôle. C'est un meneur qui aime donner le ton et dominer ses petits camarades. Mais ce qu'il affectionne par-dessus tout, c'est le dessin. Il adore dessiner, sa famille est en admiration devant ses dessins et il se met en tête vers 13-14 ans de devenir artiste peintre. Mais sa vocation d'artiste n'est pas du tout du goût de son père. Alois Hitler souhaite que son fils lui emboîte le pas et devienne fonctionnaire comme lui. Lorsque son père Alois apprend que son fils n'aime pas ça et préfère dessiner, il devient vraiment agressif et méchant. Il bat son fils régulièrement. Le témoignage le plus précis, c'est celui de sa sœur, Paola, qui dit qu'il recevait souvent sa raclée et qu'il s'efforçait d'être stoïque sous les coups, de ne pas crier, de ne pas supplier. En 1903, un événement tragique va lui permettre de réaliser son rêve d'artiste. Le décès de son père. Adolf Hitler est alors âgé de 13 ans. Désormais, plus rien ni personne ne pourra se mettre en travers de son chemin. Nous sommes en septembre 1907. Hitler a tout juste 18 ans lorsqu'il décide de quitter sa province de Linz pour se rendre dans la capitale, Vienne. Une fois sur place, Hitler se présente à l'examen d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts. Le concours est très sélectif. La sélection à l'Académie a toujours été très stricte. C'est toujours le cas aujourd'hui. Sur les 113 candidats, seulement 28 avaient été acceptés. Adolf Hitler n'a aucun diplôme, mais cela ne l'effraie pas. Hitler se présente au concours dans l'idée qu'il sera reçu sans problème. Et s'il y a une chose qui le caractérise dans son existence, c'est qu'il n'a jamais douté de son talent. Et il a toujours été persuadé que son talent s'imposerait, serait reconnu. Voici quelques-uns des dessins qu'il réalisera à l'époque. Mais Adolf Hitler sera recalé.
On lui reprochera son manque d'originalité, mais pas seulement. Hitler se prépare peu, pense que l'inspiration convaincra les examinateurs et nous savons aujourd'hui qu'il a échoué 2 fois au concours d'entrée de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Cet échec, Adolf Hitler aura beaucoup de mal à l'accepter. Dans son livre Mein Kampf, des années plus tard, il décrira ce jour comme le pire moment de sa vie. Un traumatisme dont il ne parlera à personne. Il avait honte. Il était humilié par son échec et il ne voulait clairement pas en parler. Dès novembre 1907, Adolf Hitler retourne régulièrement à Linz. 2 mois seulement après son échec à l'Académie des Beaux-Arts, le jeune homme apprend que sa mère est mourante. Clara Hitler souffre d'un cancer du sein. À l'époque, le docteur Bloch, un médecin juif, est en charge de la soigner. Il est terrassé. Autant il a détesté son père, autant il adore sa mère. Et par conséquent, cette maladie de sa mère le marque au fer rouge. C'est dans cette maison du centre-ville de Linz qu'Adolf Hitler passera ses journées au chevet de sa mère. Cette maison, Harald Sandner l'a retrouvée après des années de recherche. C'est la première fois que son propriétaire la présente à des médias étrangers. Nous nous trouvons ici dans la chambre à coucher de Clara Hitler. Son lit était quelque part par ici. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'une fois sa mère alitée, Hitler aurait mis son lit à côté d'elle, pour être présent toutes les nuits, en cas de besoin, et pour pouvoir la soigner. Mais Clara Hitler décède dans cette pièce le 21 décembre 1907, à 2h du matin. Adolf Hitler la dessinera une dernière fois sur son lit de mort. Sa mère était tout pour lui. On peut dire que sa mère est la seule femme qu'il ait aimée d'un amour profond. Il a porté jusqu'à la fin de sa vie une photo d'elle dans son portefeuille. Le jour des funérailles, le jeune Hitler remerciera chaleureusement le docteur Bloch pour son aide et lui promettra une reconnaissance éternelle. Alors que sa politique antisémite occasionnera la mort de millions de juifs, il tiendra promesse quelques années plus tard. Une fois Führer, Adolf Hitler lui laissera la vie sauve et lui permettra de s'exiler aux États-Unis. Il a employé une expression qu'évidemment il n'a jamais employée pour aucun autre, Edeljude, ce qui veut dire un juif noble. Il l'extrait de la catégorie des autres juifs. Adolf Hitler est anéanti par la perte de sa mère. De retour à Vienne, il habite dans cet immeuble situé au 31 de la rue Stumbergasse. Un lieu inédit, redécouvert par Harald Sandner, alors que de nombreux documentaires montrent systématiquement cette maison mitoyenne de couleur jaune comme ayant été son lieu de résidence. Une information fausse, sans cesse véhiculée sous le Troisième Reich, est reprise depuis par les médias, sans aucune vérification. Je suppose qu'à l'époque, on montrait simplement une plus belle maison, celle d'à côté. Parce qu'on ne voulait pas montrer au peuple qu'Hitler, en réalité, vivait dans une maison minable. À l'époque, le jeune Hitler vit de sa pension d'orphelin léguée par sa mère et sombre progressivement dans la dépression. Il vit comme un bohémien. Il ne travaille pas. Il ne suit aucune formation. Il n'étudie rien. C'est un garçon qui se lève très tard, rarement avant midi. Cela définira son quotidien, même quand il sera chancelier. Hitler puise dans ses économies jusqu'à l'été 1909, où il n'a plus les moyens de payer son loyer, et il se retrouve à la rue. Certains soirs, il dort sur des bancs publics avant de se réfugier l'hiver venu dans des asiles de nuit. Le jour, il fait la queue devant ce couvent où les sœurs tiennent une soupe populaire. À 20 ans, Adolf Hitler est un sans domicile fixe.
Il n'a rien, il n'est personne, il n'a pas d'avenir. Dès 1910, il s'installe dans ce foyer pour hommes, aujourd'hui transformé en maison de retraite ultramoderne. Pour vivre, il peint des tableaux à partir de cartes postales qu'il vend aux touristes. Cette vie de marginal va durer de nombreuses années. Mais pour Adolf Hitler, rien de tout cela n'est de sa faute. Il rumine sa rage contre les élites, les seuls responsables de sa situation. Ces élites qui sont bornées, elles n'ont pas compris le génie qui habite le jeune Adolphe. Parce que c'est un point qu'on découvre ici et qui va être un trait de sa personnalité, c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en question. Ses ennemis parmi les élites autrichiennes, Adolf Hitler les aurait clairement identifiés, les Juifs. À l'époque, ils occupent des positions importantes dans la vie économique et culturelle de Vienne. En 1913, c'est l'une des villes européennes où l'antisémitisme est le plus virulent. Hitler a de bonnes raisons de prétendre que son antisémitisme s'est développé à Vienne. Vienne a une importante population juive à l'époque. Près de 10% de la population de la ville était juive. Hitler affirme dans Mein Kampf que son antisémitisme est d'ailleurs né à cette époque. Mais aujourd'hui, les historiens remettent en cause certaines affirmations de son autobiographie. Cela signifie qu'il ment bien entendu sur sa vie d'avant. Il ment sur le fait qu'au fond, il n'a pas de formation, sur le fait qu'il n'a jamais vraiment travaillé. Et ça, personne ne le savait. Mein Kampf est un document de propagande, c'est une fiction autobiographique pour créer le mythe d'Adolf Hitler. Le 1er août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Hitler est de nationalité autrichienne, mais il se porte volontaire aux côtés de l'armée allemande. Hitler se considère comme un Autrichien et un Allemand. Il pense qu'il doit y avoir des États nationaux et que tous les Allemands devraient vivre sous le même toit. Il voit dans ce conflit l'occasion de changer son destin minable. Lors d'un grand rassemblement patriotique sur l'Odeonplatz, une place historique à Munich, Hitler ne cache pas son enthousiasme, comme le montre cette image. Sur cette photo, il a un visage débordant d'enthousiasme et presque en transe. Cette guerre, c'est au fond le moyen d'accéder à une sorte d'identité. Dès le 17 mars 1915, son régiment combat dans les tranchées près de Fromelles, un petit village du nord de la France. Depuis un an, Adolf Hitler est estafette dans le 16e régiment de l'infanterie bavaroise. C'est depuis ce bunker précisément qu'il assure la liaison entre les bataillons du front et le quartier général en leur délivrant des messages. C'est un lieu inédit que nous avons retrouvé au cours de nos recherches. Le rôle d'Adolf Hitler est certes peu glorieux, mais indispensable et plutôt dangereux. Hitler est de manière objective un très bon soldat. Il obéit consciemment aux ordres. Ses supérieurs savent qu'ils peuvent toujours compter sur lui. Le reste du temps, Adolf Hitler réside en partie dans cette maison de Fournenwep, un village situé à quelques kilomètres du front. En tout, il restera près d'un an et demi sur le sol français. Hitler se trouve tout d'un coup embrigadé, enrégimenté, encadré, sans avoir à se faire de soucis ni sur sa solde, ni sur la nourriture. Et il trouve un milieu, le milieu militaire, dans lequel il se sent heureux, sa vie prend un sens. Le voici entouré de ses camarades. Le visage amaigri avec une longue moustache, Hitler est méconnaissable. Ses compagnons de route représentent sa nouvelle famille. Il n'avait plus personne à ses côtés, et là maintenant, il a des camarades avec qui il s'entend bien. Ils le décrivent comme un jeune homme peu sociable, au tempérament solitaire, mais tous reconnaissent sa bravoure et sa détermination. En décembre 1914, il est nommé caporal et obtient une croix de fer classe 2, une première reconnaissance qu'il portera sur lui jusqu'à la fin de sa vie.
Sa croix de fer en 1914, c'est tout simplement la première distinction sociale qu'il reçoit. Donc c'est extrêmement important pour un garçon de 25 ans qui jusqu'ici n'a rien réussi véritablement. Hitler en est incroyablement fier. Avec la défaite de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale, l'univers du jeune soldat s'écroule. Il va tout faire pour rester dans l'armée et n'a aucune envie de la quitter. Il décide de rester soldat, car il n'a pas de toit et il a besoin d'un revenu, d'une solde. Nous sommes en février 1919. Munich est désormais aux mains de l'extrême gauche révolutionnaire. L'armée a peur que ces mouvements bolcheviques contaminent ses soldats. C'est dans ce contexte que Karl Mehr, le chef du service des renseignements, recrute de toute urgence des agents de propagande chargés de porter la bonne parole dans ses troupes. Hitler lui apparaît comme le porte-parole idéal. Hitler est connu pendant la Première Guerre mondiale pour avoir tenu de longs monologues devant ses camarades. C'est un homme incapable de dialogue, mais c'est un homme qui parle, qui est atteint d'une véritable logorée. Et c'est à ce titre-là qu'on pense qu'il est capable de maintenir le moral politique des troupes ou de les ramener dans le chemin du nationalisme. Adolf Hitler est alors affecté au premier cours de formation pour instructeurs anti-bolcheviques dispensés à l'université de Munich. Ces cours d'économie enseignés par un certain Gottfried Feder vont particulièrement l'intéresser. Ils sont basés sur un antisémitisme virulent et exerceront une puissante influence sur lui. Tout ça va aider Hitler à structurer sa propre doctrine, qui est beaucoup plus radicale et carrée que celle de Feder. En août 1919, sa haine des Juifs devient obsessionnelle et il va l'exprimer par écrit dans une lettre de 4 pages dactylographiée envoyée à un soldat. Cette lettre, la voici, nous nous la sommes procurée aux États-Unis. C'est le premier texte antisémite d'Adolf Hitler, dans lequel il y a presque tout de la future doctrine nazie. Il y donne son avis sur la question juive. C'est le parasite qui suce le sang de tous les peuples de la Terre, en n'ayant aucune capacité de vivre par ses propres moyens, en travaillant comme tout le monde. C'est le parasite avec un grand P. À la fin de la lettre, Hitler est pour le moins explicite. L'objectif final, le but à atteindre, doit être l'éloignement de tous les Juifs. C'est la première fois qu'effectivement Adolf Hitler révèle ce qui est ensuite le moteur de son action antisémite, à savoir l'idée selon laquelle c'est l'État qui doit organiser l'antisémitisme et débarrasser définitivement le territoire allemand, la société allemande, des concitoyens d'ascendance juive qui y vivent. Son antisémitisme devient alors l'élément central de sa pensée. Adolf Hitler n'est qu'un simple officier de l'armée, et pourtant l'année 1919 va marquer un tournant dans son parcours. Nous sommes en septembre 1919, dans une brasserie munichoise. Adolf Hitler y rencontre Anton Drexler, le chef du parti ouvrier allemand, le DAP, un petit parti d'extrême droite de Bavière, à la fois ultranationaliste et antisémite. Le parti appelle à l'unification de tous les Allemands dans un seul et même État. Il s'engage même pour la dénaturalisation des citoyens juifs d'Allemagne. Cette rencontre est décisive. Quelques jours plus tard, Adolf Hitler décide d'adhérer au parti. Karl Mehr, son bienfaiteur au sein de l'armée, l'incite à prendre une carte de membre. À cette fin, il lui alloue même des fonds secrets pour devenir propagandiste à temps plein. La carrière politique d'Adolf Hitler est désormais lancée. Le 16 octobre 1919, il tient son premier discours devant les membres du DAP dans cette brasserie du centre de Munich, la Hofbräukeller. Ce soir-là, il prend la parole devant une centaine de personnes. Ses talents d'orateur fascinent son auditoire
sa prestation est acclamée. Quand on dit fasciné, c'est pas une formule en l'air, c'est vraiment une sorte d'envoûtement. Il reçoit de la reconnaissance et pour lui c'est très positif. Il prend ainsi confiance en lui. Ce discours marque le début d'une longue série de succès, le point de départ de son ascension politique. Très vite, Adolf Hitler devient le porte-parole vedette du DAP, renommé plus tard le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Face à une telle popularité, Adolf Hitler se met à travailler ses discours comme un acteur professionnel. Il les prépare dans les moindres détails. Sa force est avant tout d'être un orateur talentueux, très enthousiaste. Contrairement aux hommes politiques actuels, il écrivait tous ses discours. Il travaille l'intonation de sa voix, il travaille la gestuelle, il travaille le rythme du discours. 2 ans plus tard, un soir de février 1921 à Munich, le Circus Krone, l'une des plus grandes salles de spectacle de la ville, est pleine à craquer. Près de 6000 personnes sont venues écouter et acclamer Adolf Hitler. Son discours est certes radical, mais les militants sont séduits et se reconnaissent dans ses propos. C'est celui qui réussit à exprimer ce que beaucoup n'osent pas dire. Qu'il faut se débarrasser du traité de Versailles, que la démocratie n'est pas le régime politique qui convient à l'Allemagne et que les Juifs sont responsables de tout cela. Ce sont des choses que les gens aiment entendre à l'époque parce que l'Allemagne va très mal économiquement. Ces discours permettent de multiplier sans cesse le nombre des adhérents du parti. Fin 1919, ils sont 200 adhérents, puis 3300 en août 1921, pour atteindre finalement 55 000 membres, fin 1923. Cette popularité est une consécration pour Adolf Hitler. En 1921, l'ancien sans domicile fixe devient le chef du parti nazi. Son ambition est désormais immense, celle de devenir le leader de toute une nation. Dans les années 1920, Adolf Hitler loge dans cet appartement situé rue Tierstrasse à Munich. Un lieu en apparence anodin mais en réalité hautement symbolique, celui de son ascension politique. Cet appartement, nous l'avons retrouvé dans le centre de Munich. Sa propriétaire a accepté de nous ouvrir ses portes. C'est la première fois qu'elle accepte de témoigner. Les voisins m'ont raconté qu'ils avaient peur quand ils ouvraient la porte. Ils ne voulaient jamais passer devant lui parce qu'ils avaient peur qu'il soit victime d'un attentat. Coïncidence tragique ou ironie du sort, le propriétaire de son immeuble est juif. Il s'appelle Hugo Erlanger. Il possède un magasin de vêtements d'hommes au rez-de-chaussée. Il aurait dit qu'il croisait Hitler dans les escaliers et qu'il était très gentil avec lui. Les deux hommes se côtoient régulièrement, mais il est loin de se douter qu'il sera l'une des nombreuses victimes de la politique antisémite d'Adolf Hitler 13 ans plus tard. Un mois après sa nomination en tant que chancelier, son immeuble sera vendu de force. En 1938, Hugo Erlanger sera envoyé pendant 1 mois dans le camp de concentration de Dachau. Mais il fera figure d'exception et s'en sortira sain et sauf. Il a survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais il a eu beaucoup de mal à récupérer son immeuble. Il y est finalement parvenu en 1949. En 1922, Adolf Hitler connaît une ascension politique fulgurante. Il multiplie les rassemblements dans les brasseries, des réunions qui ne sont pas sans risque. Le parti décide de recruter une protection de salle de 300 gros bras pour éviter les bagarres. L'un de leurs dirigeants s'appelle Ernst Röhm. Cette organisation paramilitaire baptisée SA pour section d'assaut est principalement composée d'anciens militaires. Plus tard, les SA s'en prendront également à des opposants politiques
et se livreront à des combats de rue. On peut dire que c'était une sorte de groupe de bagarreurs. Ce sont ces hommes qui vont aider Hitler à essayer de prendre le pouvoir quelques années plus tard. Plus une semaine ne se passe sans que l'on ne parle du parti nazi. La presse relaie ces débordements. Hitler décide alors de se hisser au sommet par la violence et commet un putsch. Il est très inspiré par la marche sur Rome de Mussolini. Et dans le contexte de misère, dans le contexte d'hyperinflation, il se dit que le moment est mûr pour prendre le pouvoir à Munich. Le 8 novembre 1923, le leader nazi prend en otage une partie du gouvernement bavarois en réunion dans une brasserie de Munich. Il est confiant et peut compter sur le soutien de ses 2000 SA pour s'emparer du pouvoir par la force. Hitler arrive là-dedans, tire un coup de pistolet au plafond pour faire taire la foule et dit la révolution allemande a commencé. Et à ce moment-là, il y a des négociations entre Hitler et les trois principaux personnages en question qui tiennent tous les leviers de commande de la Bavière, et on se met d'accord, on marche sur Berlin. Le putsch est apparemment bien parti, mais ses initiateurs, Hitler et le général Ludendorff, sont lâchés dans la nuit par les autorités bavaroises. Dès le lendemain matin, les deux hommes organisent une marche de protestation sur la Feldherrnhalle. Mais la population n'est pas au rendez-vous et Hitler sous-estime les forces de l'ordre. Cette manifestation se heurte à un barrage de police et des coups de feu partent. Finalement, la police ouvre le feu très largement sur la tête du cortège qui est littéralement décimé. Son garde du corps se jette devant lui et reçoit 11 balles. Hitler serait certainement mort ce jour-là sans cette intervention. Il s'en sort avec une simple blessure à l'épaule gauche. Adolf Hitler est un miraculé. Durant toute sa vie, le dictateur réchappera près de 11 fois à la mort dans des attentats perpétrés contre lui. Le dernier aura lieu pendant la guerre le 20 juillet 1944 dans son quartier général de Pologne. Encore une fois, Adolf Hitler s'en sortira indemne. Et pour lui, une seule explication est plausible. Il est persuadé qu'il est protégé par Dieu. À chaque attentat auquel il survit, il est conforté dans sa conviction. Après l'échec du putsch, Adolf Hitler prend la fuite en voiture. Il se rend à Uffing am Staffelsee, une ville située à 1 heure de Munich. Une fois sur place, il cache la voiture dans cette forêt et continue son chemin à pied. Il arrive vers 19h et part se réfugier dans la maison du couple Anstangl. C'est l'une des plus importantes découvertes d'Harald Sandner. Ici, Hitler s'imagine en sécurité car la frontière autrichienne n'est pas très loin. Mais il se trompe et ne s'attend pas à être retrouvé 2 jours plus tard par la police. La police arrive devant le bâtiment le 11 novembre 1923. Hitler sait que c'est la fin et dit « C'est la fin. Me laisser arrêter par ces cochons, jamais. Plutôt être mort. » Il prend son pistolet et tente de se suicider. Mais Helen Anstangl lui enlève le pistolet de sa main et empêche ainsi sa mort. C'est en pyjama revêtu d'un peignoir bleu que la police finira par l'arrêter le 11 novembre 1923. Hitler pense que c'est la fin de son leadership, la fin du parti nazi. En avril 1924, il est jugé avec Ernst Röhm et le général Ludendorff devant la cour de Munich pour haute trahison. Le chef du parti nazi utilise le procès pour retourner sa défaite en victoire. Il se présente en sauveur de la patrie. Hitler est toujours galvanisé par les auditoires. Et il se trouve en plus devant des juges dont il comprend vite que certains ne sont pas antipathiques à sa cause. Et que tous servent la République à contre-cœur.
Durant le procès, la presse relaie ses interventions. Hitler s'en sert comme un outil de propagande, un plan qui réussit à la perfection. Très vite, il devient la vedette du procès. Finalement, Adolf Hitler sera condamné à 5 ans d'emprisonnement à la prison de Landsberg. Sa prestation lui permet de devenir célèbre dans toute l'Allemagne. C'est ici, dans cette prison, qu'Adolf Hitler entame sa captivité dans des conditions très acceptables. C'est une prison 5 étoiles, ce Landsberg. Le chef du parti nazi reçoit des cadeaux de toute l'Allemagne. Il est appelé le prisonnier d'honneur. C'est un homme respecté qui peut accueillir des visiteurs quand bon lui semble. À l'époque, la Bavière est très orientée à droite. De ce fait, le gouvernement se montre plutôt complaisant à son égard. Un détenu communiste n'aurait pas eu droit aux mêmes conditions de détention. Ça aurait été beaucoup plus dur. Une fois en prison, Adolf Hitler a du temps. Il décide de le mettre à profit pour synthétiser ses idées en programme politique. À l'aide de son compagnon de détention Rudolf Hess, qui sera plus tard le futur commandant d'Auschwitz, il écrit « Mein Kampf, mon combat », une sorte d'autobiographie largement romancée dans laquelle il se présente en héros. C'est le seul moyen qu'il a trouvé pour continuer à s'exprimer librement depuis sa cellule. Dans son livre, Adolf Hitler développe ses thèses ultranationalistes en insistant sur la supériorité d'une race allemande pure. Selon lui, les Juifs sont des sous-hommes qu'il faut éliminer. Dans Mein Kampf, les Juifs sont des parasites, des bacilles, de la vermine. Ils sont totalement inutiles à la surface de la Terre. Ils sont également nuisibles. L'antisémitisme n'est pas nouveau en Allemagne et en Autriche, mais il atteint ici son paroxysme avec Adolf Hitler. Dans Mein Kampf, Adolf Hitler utilise le mot « éradiquer » pour évoquer le destin qu'il souhaite pour les Juifs. Ceci est très clairement exprimé en allemand. Le mot utilisé signifie « détruire »,« tuer ». La primauté de la race aryenne va alors lui permettre de déterminer sa politique extérieure. L'Allemagne doit d'abord réunir tous les pays où se trouve une population allemande. Ensuite, c'est en Russie qu'elle doit s'étendre après avoir détruit l'armée française. La Seconde Guerre mondiale semble déjà écrite dans ces quelques lignes. Le livre est une sorte de mise en garde. Si les Allemands ne prennent aucune mesure, la nation allemande disparaîtra. Désormais, Adolf Hitler n'est plus le même. Son attitude change. Une fois sorti de prison, il est convaincu d'être le sauveur de la nation. Nous sommes le 20 décembre 1924. Adolf Hitler sort de prison après seulement 13 mois de détention. Regonflé à bloc, il décide de repartir à l'assaut de l'Allemagne, mais cette fois-ci, il compte bien gagner de manière démocratique. C'est pour lui complètement évident qu'il utilise la démocratie uniquement comme un moyen pour arriver à ses fins, pour ensuite finalement la supprimer. Le 5 octobre 1929, Adolf Hitler quitte son logement de la rue Tierstrasse pour emménager dans ce luxueux appartement de Prinzregentenplatz à Munich. Après avoir habité dans un appartement de 12 mètres carrés, puis de 50 mètres carrés à Munich, il réside désormais dans ce 9 pièces de 400 mètres carrés, transformé aujourd'hui en commissariat de police. Une ascension qui n'aurait jamais été possible sans le soutien des grandes fortunes allemandes. Hitler peut se permettre d'acheter l'appartement grâce aux dons de plus en plus importants de ses partisans et d'autres personnalités. Et il touche maintenant aussi, bien entendu, les recettes de son livre, Mein Kampf. Grâce à ses soutiens financiers, il dispose désormais de fonds considérables pour organiser une campagne électorale colossale. C'est une première en Allemagne. Le chef du parti nazi ne se déplace qu'en avion, ce qui lui permet de réaliser jusqu'à 4 meetings par jour.
Hitler devient un acteur politique incontournable de la scène médiatique allemande. Hitler est un homme politique qui utilise pour la première fois délibérément les médias. Il enregistre des discours sur des disques pour les vendre. Il est également le seul politique qui exige des droits d'entrée pour venir écouter ses discours. Et avec ça, il finance son parti. Durant ses discours, Adolf Hitler multiplie les promesses à ses électeurs avec des slogans grandiloquents. Nous allons rendre l'Allemagne encore plus grande. Nous allons remettre les Allemands au travail alors qu'il y a 37% de chômeurs. Nous allons réviser le traité de Versailles. Il annonce clairement la suppression des 32 autres partis allemands, mais cette mesure ne semble pas choquer l'opinion allemande. Alors qu'il culminait à 3% des voix à la fin des années 1920, il passe peu à peu à 20% des suffrages en 1930, puis devient le premier parti représenté au Parlement le 31 juillet 1932. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans la crise de 1929. Près de 7 millions d'Allemands connaissent alors le chômage. Le pays est également fortement appauvri par les dettes de la Première Guerre mondiale que l'Allemagne peine à rembourser. L'aigreur des Allemands vis-à-vis de la défaite est facile à réactiver. Mon père m'a dit qu'il avait voté Hitler car la misère était trop grande. Et puis arriva ce parti qui promettait du pain et du travail. Alors il a adhéré à ce groupe. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler atteint son objectif. Il est nommé chancelier. Le petit agitateur de Bavière devient l'homme le plus puissant d'Allemagne. Son seul obstacle reste le président du Reich, Paul von Hindenburg. Dès son arrivée au pouvoir, Adolf Hitler met en place une véritable dictature. Tout commence le 28 février 1933 avec l'incendie criminel du Reichstag, le Parlement allemand. Un incendie dont les modalités sont encore méconnues aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que Hitler et les nazis en tirent prétexte immédiatement. Pour eux, c'est un complot communiste, donc il faut en profiter pour abattre les communistes. Non seulement on arrête les communistes, mais on fait signer à Hindenburg un décret suspendant toutes les libertés en disant que c'est provisoire. Et ce décret va être reconduit sous une forme ou sous une autre jusqu'au 8 mai 1945. Mais Hitler ne s'arrête pas là. Il démantèle les institutions de la République. La presse est censurée. Et dans la foulée, il fait voter la loi des pleins pouvoirs le 24 mars 1933. Une loi selon laquelle le gouvernement peut légiférer pendant 4 ans sans passer par le Parlement. À partir de là, on est passé dans un régime qui est totalitaire. Dans les mois qui suivent, tous les autres partis sont dissous ou obligés de se faire harakiri, sauf le parti nazi, évidemment. Au même moment, le premier camp de concentration ouvre ses portes à Dachau. On y enferme tous les opposants politiques au régime. Une fois installé au pouvoir, Adolf Hitler n'a qu'une seule idée en tête, faire de l'Allemagne la plus grande nation de tous les temps. Il transforme le pays en un immense chantier et fait construire des lignes de chemin de fer et des autoroutes. Il s'agit d'abord de faire redémarrer l'économie, d'occuper les chômeurs, et puis de montrer que le nazisme est loin d'être un régime médiéval, mais qu'il incarne la modernité, le génie technique de l'Allemagne. Ces travaux sont en fait essentiellement conçus à des fins militaires. La construction d'autoroutes doit faciliter le déplacement de l'armée et de ses chars dans tout le pays. Car le principal objectif du dictateur, c'est bel et bien de faire la guerre. Quand Hitler arrive au pouvoir, il projette immédiatement d'entrer en guerre.
Il demande aux généraux de l'armée leur soutien pour une nouvelle guerre européenne. Mais pour y parvenir, il doit se débarrasser des SA, ces sections d'assaut qui tentent à former un État dans l'État et prônent une révolution permanente. L'ambition de la SA, c'est, à terme, de constituer les cadres de la nouvelle armée allemande. Il voudrait avoir plus de place dans le corps militaire. Évidemment, le vieux corps militaire n'est pas très disposé à faire de la place à ses parvenus prolétaires. Le Führer décide alors de sacrifier les SA, car sans le soutien de l'armée, il verrait son projet de guerre voler en éclats. Nous sommes dans la commune de Bad Wiese, le 30 juin 1934. C'est ici, dans cet hôtel, qu'Adolf Hitler convie une centaine de chefs SA. Tous pensent venir assister à une conférence et se reposer quelques jours. Mais la réalité est tout autre. Le plan d'Hitler est machiavélique. Ici, Hitler a conçu un piège pour les chefs SA dans lequel ils sont tous tombés. Adolf Hitler veut tous les faire éliminer dans les jours qui viennent. Sur place, il décide de se charger personnellement d'Ernst Röhm, le chef des SA, l'un de ses plus proches amis, l'un des rares à le tutoyer. Il est 6h45 au petit matin lorsqu'Hitler monte ses marches. Il a son pistolet dans la main et il se dirige vers la porte d'Ernst Röhm. Il ouvre la porte, il le menace avec son arme et lui dit « Röhm, tu es arrêté ». Ernst Röhm est arrêté sur le champ par la garde personnelle d'Hitler, ainsi que tous les dirigeants SA présents à l'étage de cet hôtel. Les arrestations sont certes musclées, mais Hitler avait tout prévu en cas de débordement. Je me rappelle que mon père m'a raconté que le menuisier du village de l'époque a dû visser toutes les tables et les bancs au sol pour qu'ils ne puissent pas être utilisés comme projectiles. On pensait vraiment que ça allait finir en affrontement. Dans les jours qui suivent, l'ensemble des chefs SA sera froidement assassiné à Munich et à Berlin. Ernst Röhm sera exécuté dans sa cellule le 2 juillet 1934. Ces images sont certainement les dernières de l'hôtel Anselbauer. Celui-ci sera détruit dans les prochains mois en emportant avec lui l'histoire sanglante de la nuit des longs couteaux. Après s'être débarrassé des SA, le dictateur aura complètement les mains libres pour diriger le pays un mois plus tard, avec la mort du président du Reich, Paul von Hindenburg. Le seul qui avait les pouvoirs de le destituer. Hitler s'attribue les fonctions de président, ce qui lui permet de cumuler tous les pouvoirs et donc de devenir chef des armées. Désormais, son principal objectif est de réarmer l'Allemagne pour déclencher une nouvelle guerre. Depuis la défaite de 1918, le dictateur rêve de revanche. Adolf Hitler est obsédé par la guerre. C'est le fondement de son programme politique et c'est même une valeur en soi. Pour lui, l'Allemand va pouvoir connaître le bonheur grâce à ses succès militaires. Mais Adolf Hitler cache au monde entier son intention de faire la guerre. Le 28 septembre 1935, le musée allemand de la marine prétend que le dictateur visite un sous-marin ce jour-là. Or, nous savons aujourd'hui que cette photo a été prise un mois plus tôt. Ce 28 septembre, le dictateur est en réalité dans l'entreprise Krupp, située dans la région de la Ruhr. Une entreprise qui fabrique de l'acier, mais surtout des armes. Hitler s'y rendra plusieurs fois dans le plus grand des secrets, car le traité de Versailles lui interdit formellement de réarmer le pays. Un exemple parmi tant d'autres qui démontre la volonté du Führer de dissimuler ses moindres faits et gestes. Un an plus tard, le dictateur décide de lancer les hostilités.
La première étape décisive commence le 7 mars 1936. Il envoie ses soldats en Rhénanie, une région allemande démilitarisée depuis la défaite de 1918. Il prend là un risque considérable. En faisant cela, il se met en faute par rapport au traité de Versailles et qu'il est donc menacé éventuellement d'une intervention militaire des signataires du traité de Versailles. Mais ni la France, ni la Grande-Bretagne ne réagissent. Un premier triomphe pour le Führer que rien ne semble pouvoir détourner de ses objectifs. Les partisans d'Hitler sont ravis et accueillent cela dans une hystérie collective. Il a repris le contrôle du pays et de ses frontières. Le 12 mars 1938, c'est la consécration pour Adolf Hitler avec l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Son rêve devient alors réalité, celui de réunir tous les pays de langue allemande. En 1938, dans son nid d'aigle de la province bavaroise, le dictateur dresse déjà des plans pour la suite de ses conquêtes. Après l'Autriche, il compte bien jeter son dévolu sur la Tchécoslovaquie. Adolf Hitler rêve de guerre pour le combat en lui-même. D'ailleurs, lorsqu'il intitule son livre « Mein Kampf, mon combat », ça montre bien à quel point le combat est quelque chose d'inhérent à sa personnalité. Hitler a toujours programmé la mort de centaines de milliers, voire de millions de gens. Hitler n'est même pas touché par la mort des Allemands. Ils font partie de l'histoire. Le 1er septembre 1939, en attaquant la Pologne, il plongera le monde dans le plus grand conflit armé de l'histoire, la période la plus sombre de l'humanité.